de la sécurité, que l'on consacre donc ce soir à la protection des œuvres d'art et des biens culturels dans le monde. On va donc revenir sur un enjeu qui est à la fois diplomatique, culturel, un enjeu de sécurité, et puis on va y revenir tout au long de cette soirée, qui est évidemment un enjeu de civilisation, donc effectivement des dimensions assez stratégiques. Alors pour revenir peut-être rapidement sur quelques points, le trafic d'œuvres d'art, qui est une forme de criminalité transnationale qui concerne à la fois le pays d'origine, le pays de transit et le pays évidemment de destination. Un trafic qui est aujourd'hui estimé au plus large à 6 milliards d'euros par an, ce qui est évidemment colossal. Au cœur de ce trafic, je ne vous apprendrai rien, extrêmement médiatisé, Daesh, l'État islamique, et nous reparlerons de ce qui se passe en Syrie, en Irak, avec Lara Scarlett Gervais, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir, et je l'en remercie. On parlera de ce qui s'est passé et de ce qui se passe actuellement sur les sites, donc en Irak et en Syrie, et puis évidemment d'autres zones du monde qui sont concernées par ces trafics, avec notamment la partie Europe du Sud-Est, avec les Balkans, dont on parlera, puisqu'effectivement les données d'Interpol attestent bien de l'importance du trafic culturel dans cette zone. Et puis nous parlerons évidemment des différents acteurs, des actions qui sont menées par l'OCBC, par le ministère de la Culture évidemment, par les douanes. Nous reviendrons sur les enjeux de coopération au niveau européen, au niveau international, extrêmement important. On parlera donc d'Interpol, d'Europol et tous les acteurs qui interviennent. Et puis l'appui, le soutien des nouvelles technologies. Et on parlera blockchain. Donc on va aussi comprendre, découvrir ce qui se passe, ce qu'est la blockchain dans le monde de l'art et de la protection des œuvres d'art et des biens culturels. Donc beaucoup de sujets ce soir, avec de très nombreux intervenants que je remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et je vous propose donc que l'on débute cette soirée avec Madame Claire Chastanier, que j'ai le plaisir d'accueillir avec moi sur scène, adjointe au sous-directeur des collections, Direction générale des patrimoines au ministère de la Culture et de la Communication. Alors merci beaucoup Madame Chastanier d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de m'avoir invité. On va donc évoquer le trafic ensemble des biens culturels. Alors c'est un trafic qui n'a évidemment pas de frontières, qui n'est pas non plus récent. Est-ce que peut-être pour notre assemblée, nos invités ce soir, revenir sur l'origine de ce trafic pour mieux comprendre d'où on vient, où est-ce que l'on va, quel est l'état aujourd'hui de ce trafic ? Alors, c'est pas le plus vieux métier du monde, mais presque, hein, évidemment, puisque en fait, les trésors artistiques ont toujours suscité des convoitises, et donc on trouve des traces très très anciennes. Je suppose que l'historienne de l'art qui est avec nous pourra le confirmer. Les tombes égyptiennes, par exemple, qui étaient pleines d'œuvres, puisque les croyances des Égyptiens les amenaient à mettre beaucoup de choses dans leurs tombes qui rappelaient leur vie sur Terre, étaient pillées quasiment très vite après l'inhumation du détenteur de la tombe. On trouve des traces aussi dans l'Antiquité romaine. Les Romains ont pillé les Grecs, par exemple. On peut citer le discours de Cicéron contre Vérès, par exemple, en moins 70 avant Jésus-Christ, qui déjà, Vérès est la figure même du collectionnisme avide et qui est prêt à tout pour dépouiller ses administrés et avoir une collection la plus exhaustive possible, figure qu'on retrouvera plus récemment et dans un contexte hélas très compliqué avec Göring par exemple, qui lui aussi était un collectionneur compulsif. Donc évidemment c'est un trafic très ancien et toute l'histoire mondiale est émaillée de différents épisodes, que ce soit des butins de guerre, des razzias artistiques qui montrent des déplacements de population, mais aussi de leur patrimoine qui est dispersé à l'occasion de différents événements plus ou moins heureux. Donc là, pour arriver dans le temps plus présent,
Évidemment, c'est un phénomène dont l'ampleur a été de plus en plus évaluée et qui a fait l'objet d'un certain nombre de conventions internationales, du coup, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Il y a la grande convention de La Haye de 1954 sur la protection du patrimoine culturel lors de conflits armés. Et puis le texte cadre le plus important, c'est la convention UNESCO de 1970, puisque c'est le premier instrument juridique essayant de lutter contre le trafic de biens culturels en temps de paix, et qui justement a été décidé et adopté par l'UNESCO parce qu'il y avait à ce moment-là une pleine conscience que ce phénomène était de plus en plus en expansion. Et là, les conventions internationales, comme dans d'autres domaines, ça n'arrête pas les choses, hein, ça n'arrête pas le trafic, ça donne des outils, mais le trafic continue à prospérer, et particulièrement quand il y a des périodes de troubles, de conflits armés, on peut voir que ça suscite des destructions patrimoniales et aussi le développement d'activités criminelles, puisque c'est une activité criminelle comme une autre, même si peut-être pendant longtemps elle n'a pas été considérée au même plan. Et puis, enfin, le colonel Berger ou Madame Chevalier le diront sans doute mieux que moi, c'est souvent les mêmes réseaux qui sont multicartes, je dirais, donc, et qui peuvent se spécialiser à un moment ou à un autre sur les biens culturels, parce qu'il y a une question d'opportunité. Est-ce que sur la partie, donc ça fait aussi le lien avec ce que l'on évoquera juste après, les églises, les sites archéologiques, les musées doivent évidemment être alors à la fois surveillés, protégés. On comprend bien qu'il y a des actions qui sont mises en place, hein, au-delà des conventions que vous évoquiez. Mais évidemment, ça ne suffit pas à arrêter le trafic. Est-ce que l'on peut revenir peut-être sur un certain nombre d'actions clés, majeures, qui sont mises en place aujourd'hui? Et puis je dirais, on a peut-être envie de vous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin? Alors déjà, rien ne se fait si on n'a pas une complémentarité de l'action des services. Et je tiens à le souligner, c'est très important. Vous avez un représentant de la douane et de la police qui interviendront tout à l'heure. Le ministère de la Culture, évidemment, est concerné au premier chef, mais il a besoin de ces deux bras armés, et c'est vraiment ça qui permet d'avancer dans la lutte contre le trafic. Alors vous parliez des églises, des sites archéologiques, des musées. Effectivement, ils ne posent pas les mêmes problèmes de sûreté. Les églises, la difficulté, c'est qu'on va les laisser ouvertes. C'est leur vocation, non seulement pour le culte, mais éventuellement pour la visite. Or, beaucoup d'églises, c'est notre histoire, sont pleines d'œuvres d'art et insuffisamment surveillées. Donc, c'est un endroit assez facile pour aller voler un tableau, une statue, etc. Donc c'est une difficulté. Une difficulté qu'on retrouve aussi pour les musées. Alors ils sont généralement mieux protégés, parce que cet aspect est pris en compte, mais ils doivent toujours trouver le bon milieu entre la protection et l'ouverture la plus large au public. Donc c'est un peu une contradiction de fond dont il faut trouver les moyens de régler. Les sites archéologiques posent des difficultés qui sont différentes, d'ordre différent. On trouve parfois des pillages de sites qui sont fouillés légalement. C'est-à-dire qu'en France, il faut une autorisation pour fouiller. Et c'est fait par des archéologues professionnels. Mais il est arrivé que ces sites où des professionnels avaient commencé à travailler ont été pillés pendant la nuit, etc. Et c'est extrêmement difficile de surveiller des sites. Et puis après, il y a notamment dans certains pays, comme en Amérique du Sud, par exemple, où il y a une vraie industrie du pillage de sites archéologiques, parce que la plupart du temps, ils ne sont pas connus. Et donc, c'est les populations locales, parfois parce que c'est une question de survie aussi, il ne faut pas se le cacher, qui pillent. Et c'est aussi la question qu'on a au Moyen-Orient et dont on reparlera après. En ce qui concerne les musées, je tiens à souligner quelque chose qui est insuffisamment connu, c'est que sur une intuition du directeur des musées de France de l'époque, après le vol retentissant de tableaux, notamment Impression Soleil Levant au musée Marmottan en 1990, ce directeur des musées de France a souhaité créer une mission de sécurité-sûreté intégrée à notre administration, et donc nous avons à la fois des pompiers
et des policiers qui sont détachés chez nous et qui ont un travail très spécifique, qui n'est pas celui de l'OCBC, voilà, qui est de faire des audits de sûreté dans les musées, justement pour aider les musées à adopter des mesures de prévention contre le vol, mais aussi qui, par exemple, vont visiter des lieux en France ou dans le monde avant qu'on prête nos collections, pour être sûr que ces lieux répondent aux normes de sûreté qu'on attend avant de prêter des biens publics et pour éviter de se retrouver avec des lieux qui ne sont pas gardiennés de la bonne façon ou surveillés en tout cas de la bonne façon. Donc il se peut que par exemple des collections qui sont demandées ne soient pas prêtées si les conditions ne sont pas remplies, les exigences que vous avez. Voilà, tout à fait. Si les exigences ne sont pas remplies, il y a établissement d'un certain nombre de préconisations. Si le lieu d'accueil ne veut pas se mettre en conformité avec ses prescriptions, ben, le prêt ne se fait pas. Généralement, le lieu d'accueil a à cœur d'essayer de résoudre les problèmes qui ont été soulevés par le policier et le pompier qui sont venus. Au-delà donc du personnel dont vous parliez, de ces missions d'audit, est-ce que l'on peut peut-être évoquer un certain nombre d'actions qui ont été mises en place pour justement survenir à ce trafic et peut-être avec des résultats, je dirais, dont on peut parler ce soir? On a beaucoup d'actions qui sont en fait diverses. Enfin, je parle pour le ministère de la Culture. Ça va être de la formation, à la fois du marché de l'art, des conservateurs du patrimoine, de tous les acteurs, des magistrats, puisque c'est quelque chose qu'on fait avec l'OCBC, notamment en formation continue. Donc ça, c'est une action importante pour nous. On avait, il y a quelques années, il a besoin d'être actualisé, publié un guide de la sécurité des biens culturels qui donne des clés aux propriétaires publics ou privés de prévention, et puis aussi qu'est-ce qu'on fait quand on découvre qu'on a été victime d'un vol, etc. Parce que c'est pas, je veux dire, le trafic est multiforme, et donc on parle beaucoup du Moyen-Orient, de Daesh ces dernières années, mais la France est touchée aussi. Alors moins justement maintenant, d'une certaine manière, parce qu'il y a eu beaucoup de travail fait de prévention, d'équipement, notamment même des propriétaires privés de demeures historiques qui étaient, à une époque, ont été victimes de bandes organisées. Et donc, il y a eu beaucoup de progrès de fait, mais il reste toujours d'autres à faire. Et donc, au niveau de ces progrès qui pourraient être faits, est-ce que pour vous, c'est une amélioration de la coopération? Est-ce que c'est renforcer les formations pour parler, je dirais, le même langage entre les différents pays? Quelles sont les pistes que vous étudiez? Renforcer la coopération, évidemment, est essentiel. Renforcer les moyens juridiques, en tout cas en France, on l'a fait dernièrement. C'est peut-être pas encore assez, il y a peut-être d'autres choses à envisager, notamment on parlait ce matin avec le colonel Berger, chef de l'OCBC, du fait qu'il faut qu'on obtienne l'insertion de la photographie dans le livre de police, livre registre des biens mobiliers qui est tenu par tous les commerçants et notamment tous ceux du marché de l'art, commissaire-priseur inclus. La formation, bien sûr, c'est très important de pouvoir donner aux douaniers, aux policiers les bons réflexes, de dire aux magistrats, vous ne laissez pas les choses sans suite. Le trafic de biens culturels, certes, ça peut apparaître moins important que la contrebande de cigarettes, que le trafic d'armes, etc. Mais c'est aussi une chose importante dont il faut que vous preniez en compte. Donc il y a plein de choses à faire. Et évidemment, dans l'idéal, il faudrait renforcer nos moyens humains aussi, parce que la clé est là. On a aussi, plus on a des équipes, plus on peut déployer des actions sur le terrain. Peut-être une dernière question qui fait aussi écho à ce que l'on évoquera tout à l'heure avec Lara Scarlett Gervais sur l'éducation, parce qu'effectivement, il y a un véritable enjeu si on veut sensibiliser, si on veut que les jeunes générations maîtrisent mieux, prennent en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des actions qui sont menées en ce sens pour sensibiliser, acculturer ? Peut-être pas assez. Sans doute, il faudrait viser le public des jeunes. Alors, ce qu'on essaye de faire, enfin, c'est tout le propos de l'éducation artistique et culturelle, c'est d'amener de plus en plus... Enfin, on a des ministres de la Culture successifs qui se sont très attachés à ce dossier, et c'est très important, parce qu'à partir du moment où la population, quel que soit son âge, mais il faut commencer le plus tôt possible, comprend l'importance du patrimoine et que le patrimoine est à tous,
Le comportement peut être très différent ensuite sur la perception justement de ce trafic et du fait que c'est une atteinte à la mémoire des peuples et que donc, je veux dire, il demande à être protégé et non pas détruit ou trafiqué sous différentes formes. Donc un devoir aussi citoyen. On parlait de civilisation tout au début et je crois que c'est une notion importante qu'il nous faut rappeler sur ces sujets qui ne sont pas uniquement techniques mais aussi très humains. C'est ce que vous venez d'évoquer. Je vous propose qu'on prenne peut-être une ou deux questions dans la salle si vous en êtes d'accord. Et puis ensuite on poursuivra les échanges avec les intervenants de la table ronde qui s'inscrivent dans la complémentarité de ce que vous venez d'évoquer puisque ce sont des acteurs avec lesquels vous échangez, vous travaillez régulièrement. Alors y a-t-il une question dans la salle sur le rôle du ministère de la Culture, sur ce qui a été évoqué, les enjeux, les problématiques actuelles, l'éducation? Est-ce qu'il y a une question? Pas de question sur cette premier échange. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Madame Chastanier. Je vous invite bien sûr à rester avec nous. Et puis on va poursuivre donc, les échanges avec les prochains intervenants donc, de la table ronde. J'ai le plaisir d'accueillir donc le colonel Berger, Laure Chevalier, Julie Chevalier, Jürgen Tsenbayon et Éléonore Louet-Fetcher. Je vous invite à me rejoindre. Bien, merci à tous d'avoir accepté donc, cette invitation. Alors, vous avez plus ou moins tous été cités dans les précédentes présentations, puisque vous avez tous un lien finalement et des acteurs qui travaillent ensemble. Alors, peut-être pour rappel, donc, le colonel donc, Didier Berger, vous êtes chef de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels, l'OCBC, qu'on a cité déjà 5 fois depuis l'introduction. Donc, effectivement, qu'on sache bien de quoi nous parlons. DCPJ, donc ministère de l'Intérieur. Nous avons donc Éléonore Louet-Fetcher, juriste et fondatrice du Centre contre le trafic d'œuvres d'art CPKU. On en reparlera donc tout à l'heure. À vos côtés, Julie Chevalier, directrice des enquêtes douanières, donc au sein de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. À vos côtés, Laure Chevalier, historienne des arts européens. Donc vous êtes docteur en archéologie, membre de l'Union française des experts spécialisés en antiquité, objets d'art, enseignante universitaire spécialisée dans les méthodes d'expertise à Paris-Sorbonne, Panthéon-Assas, fondatrice et dirigeante d'Agalmata, partenaire du projet Polar, membre du comité d'éthique du programme européen H2020 Netcher. Et vous êtes aussi intervenante ce soir. Vous avez 25 vies en une, Laure Chevalier. Merci d'être avec nous ce soir. Et puis donc à mes côtés, Jürgen Tsenbayon, donc vous êtes le fondateur, le CEO de CISART. Et donc on parlera ensemble blockchain dans le monde de l'art et des biens culturels. Merci donc à tous d'être avec nous. Alors peut-être, colonel, on commence avec vous cette table ronde. Vous avez, donc je le disais, été cité à de nombreuses reprises. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous présenter le rôle de l'ECBC pour qu'on comprenne bien de quoi il en retourne? Vous traitez de répression, de prévention, de formation et puis aussi de coopération internationale. Alors, bonjour à tous. Effectivement, donc l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels est un service un peu atypique à plusieurs titres. D'une part, effectivement, pour rappel, c'est un office central qui est rattaché à la direction centrale de la police judiciaire et c'est le seul service opérationnel commandé par un officier de gendarmerie. Et ce depuis 2003. Donc l'Office central a été créé pour lui en 1975. Et une des raisons qui a poussé le ministère de l'Intérieur de l'époque à confier cet office central à un officier de gendarmerie, c'est qu'à l'époque, et cela a été évoqué tout à l'heure par Claire Chastanier, c'est que la France était frappée à l'époque par beaucoup de vols commis dans les églises et dans les châteaux. Ces vols étaient principalement commis dans la zone de compétence relevant de la gendarmerie nationale. Voilà, donc c'est un service qui est atypique. Il est composé de 26 personnels à parité entre la police et la gendarmerie. Ça nous permet effectivement de pouvoir travailler de manière complémentaire avec l'ensemble des services d'enquête
sur le territoire. On dispose, au-delà de ces 26 personnels, de 80 correspondants affectés dans les sections de recherche de gendarmerie, dans les SRPJ, pour la police nationale. Et je dirais que c'est une force de frappe qui nous permet effectivement d'avoir des yeux et des oreilles sur l'ensemble du territoire et de pouvoir, je dirais, lancer des investigations sur tous les phénomènes importants, sériels, touchant le trafic de biens culturels. Alors, cet office, effectivement, est un service qui est un service répressif, qui traite les dossiers les plus complexes, les plus sensibles relevant de notre contentieux. C'est un service opérationnel qui a vocation à centraliser l'information remontant des unités de gendarmerie et des services de police, de pouvoir en faire des synthèses et ensuite de diffuser l'information à ces unités. On a aussi une compétence, effectivement, en tant qu'office central, une compétence internationale, puisque nous sommes le point de contact d'Interpol pour toutes les demandes qui émanent des services d'enquête étrangers. Nous traitons la demande, nous la relayons au service d'enquête qui est le mieux placé pour traiter la demande, et ensuite nous renvoyons la demande à Interpol. Nous jouons aussi un rôle central auprès d'Europol, puisque nous sommes un des principaux, je dirais, pourvoyeurs de contributions aux fichiers de données dédiés à la délinquance d'appropriation existant au sein d'Europol sur la thématique des biens culturels. Nous avons aussi un rôle de formation, comme l'a dit Claire Chastanier, en liaison avec le ministère de la Culture. Nous formons tous les ans 40 magistrats en 2 sessions pendant une semaine, en liaison avec l'ensemble des partenaires à la fois privés et institutionnels touchant la thématique du trafic de biens culturels. Nous formons aussi des enquêteurs de police et de gendarmerie à hauteur d'une semaine tous les ans, et qui sont nos correspondants, comme je l'évoquais tout à l'heure. Voilà, un rôle de formation extrêmement important. Et puis, à titre plus anecdotique, effectivement, nous recevons de manière assez importante des stagiaires issus donc des facultés principalement parisiennes, qui ont cette double casquette, entre guillemets, de juriste et d'historien de l'art. Voilà, c'est un peu une singularité de l'office qui nous permet d'entretenir le lien avec le milieu étudiant. Voilà, donc c'est un office qui est polyvalent, qui est multicompétent au regard de la thématique que nous traitons. Alors historiquement, c'est vrai qu'on peut constater une évolution dans le trafic de biens culturels. Dans les années 2000, nous avions effectivement un fort engagement sur la délinquance d'appropriation, la délinquance organisée, touchant les vols dans les châteaux et dans les églises. Aujourd'hui, cette délinquance a largement évolué. On était sur 600 vols dans les châteaux et dans les églises dans les années 2000. Aujourd'hui, on est sur une moyenne de 200 vols à l'année, ce qui est pas neutre et ce qui a généré, je dirais, une orientation différente de l'office dans son engagement, où nous sommes beaucoup moins sur une délinquance organisée, mais sur une délinquance économique et financière. Mais j'y reviens tout à l'heure. Voilà. Merci beaucoup, mon colonel. Alors évidemment, vous intervenez quand vous le souhaitez, en fonction des différentes interventions pour réagir à ce qui est évoqué. On a parlé des douanes depuis le début aussi de cette intervention. Julie Chevalier, est-ce que vous pouvez peut-être évoquer pour nous quel est le rôle et quelles sont évidemment les compétences des douanes en matière de lutte contre le trafic culturel, et puis peut-être les acteurs avec lesquels vous êtes amenés à travailler? Oui, bien sûr. Je vais commencer par vous raconter une affaire qui a été faite cette année, pour donner un petit peu de concret, puis ça me permettra aussi d'illustrer quels sont les pouvoirs avec lesquels nous pouvons conduire nos investigations. Nous sommes début février, et la brigade de surveillance et d'intervention de Marne-la-Vallée réalise sur une aire de repos dans le 77, sur la 4, un contrôle d'un bus qui effectue un trajet entre Paris et Belgrade, en Syrie. Donc ce contrôle des véhicules est tout à fait, vous le verrez, j'y reviendrai, prévu par le Code des douanes, puisque nous avons une compétence pour réaliser des contrôles à la circulation, mais j'y reviendrai. Et donc la fouille des bagages permet aux douaniers de découvrir 5 tableaux, dont l'un semble porter la signature de 2 gars dans le coin inférieur gauche.
À partir de là, les douaniers ont usé d'un pouvoir qui est prévu là aussi par le Code des douanes, qui est le pouvoir de consigner les biens, de façon à ce que nous ayons le temps de nous rapprocher de 2 conservatrices du patrimoine du musée d'Orsay, qui ont examiné le tableau et qui ont attesté qu'il s'agissait bien d'un pastel signé Edgar Degas, que le dit pastel datait de 1877 et qu'il a été donc expertisé comme authentique. Les choristes, puisque c'est le nom du tableau, a donc été classé comme trésor national, et ce tableau avait été dérobé le 30 décembre 2009 au musée Cantini de Marseille lors d'une exposition. Alors évidemment, les conservatrices n'ont pas donné de valeur à cette œuvre, puisqu'il s'agissait évidemment d'un trésor national inestimable. Ce que l'on peut dire derrière, même si je n'ai pas le détail du contentieux, c'est que ces faits que je vous raconte relèvent d'une infraction douanière d'exportation sans autorisation de marchandises prohibées, donc qui est un fait prévu par l'article 426.7 du Code des douanes, lui-même réprimé par l'article 414, à savoir au maximum une peine d'emprisonnement de 3 ans, la confiscation du bien, mais également, si nous avions été sur un véhicule privé, la confiscation du moyen de transport et une amende qui peut aller jusqu'à 2 fois la valeur du bien. Donc voilà pour, de manière un peu illustrative, comment nous pouvons intervenir. Alors, c'est vrai que la douane a une mission de protection et de surveillance du patrimoine culturel. Alors, je vais parler de la douane dans la mesure où, même si effectivement je suis la directrice des enquêtes douanières, je vous en toucherai un petit mot, mais nous ne sommes évidemment pas seuls en tant qu'enquêteurs à investiguer ce champ. Le trafic des œuvres d'art et des biens culturels, c'est une question de flux, et l'administration des flux, ça reste quand même bien la douane. S'agissant de la direction des enquêtes douanières, que j'ai l'honneur de diriger, la direction des enquêtes douanières fait partie de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, qui est un service de renseignement spécialisé du premier cercle de la communauté du renseignement, au même titre que la DGSE, la DGSI, Tracfin, la DNRED, la DRSD, la DRSD, la DRM. Voilà, donc nous sommes, nous, DED, un service répressif également, à ceci près que, contrairement à l'OCBC, nous intervenons dans le cadre d'enquêtes administratives. Alors, nous avons la possibilité de passer nos dossiers également au service national de la douane judiciaire, qui peut être requis par le procureur de la République dès lors que nous leur faisons un signalement. Mais nous avons un certain nombre de pouvoirs en propre. Donc l'action de la douane en matière de contrôle des biens culturels s'entend à la fois du contrôle des trésors nationaux et des biens culturels au sens de la définition qui leur est donnée par le Code du patrimoine. Et à cet égard, en fait, le Code des douanes prévoit explicitement une référence à ces 2 articles, L111.1 et L111.2, pour nous donner compétence pour pouvoir intervenir au soutien de la lutte contre les trafics de ces biens. Et puis nous avons également une compétence qui nous est donnée sur les biens culturels et les autres objets ayant une valeur archéologique, historique, culturelle, dès lors qu'ils sont visés par des résolutions de l'ONU et font l'objet d'un règlement d'application pris par le Conseil de l'Union européenne. Et enfin, la douane a également obtenu, on va dire ça comme ça, depuis l'ordonnance transposant la 4e directive anti-blanchiment, une mission de contrôle des obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme sur les personnes se livrant habituellement au commerce d'art et d'antiquités. Voilà. Donc, la douane, s'agissant de son périmètre géographique d'intervention, a la possibilité d'intervenir sur l'ensemble du territoire, à la fois à l'exportation, et à ce titre-là, nous nous assurons que seules les œuvres dûment autorisées par le ministère de la Culture quittent légalement le territoire et y reviennent pour celles qui ne sont pas appelées à le quitter définitivement, et nous veillons également à ce qu'aucune œuvre ne quitte illégalement le territoire. S'agissant de l'importation,
Je vous l'ai dit, dans le cadre des mesures de l'Union européenne qui portent sur les prohibitions spécifiques à l'Iran et à l'Irak, notre action permet de lutter contre les trafics qui affectent notamment les zones de conflit et les pillages, dès lors que les œuvres ont été prélevées en Syrie ou en Irak. Et notre mission, c'est bien sûr aussi d'essayer, dans la mesure du possible, de les restituer à leur pays d'origine. Et nous intervenons également dans le cadre du contrôle à la circulation, puisque là encore, nous avons une compétence qui est très étendue. Donc je dirais que s'agissant finalement de notre compétence Ratione Loci, nous avons finalement le territoire français, les DOM-TOM également, pour pouvoir intervenir. Je dirais que le Code des douanes, en fait, prévoit un arsenal juridique, je dirais, très solide pour lutter contre les trafics. Je vous l'ai dit déjà, c'est le pouvoir de contrôler à la circulation sur le territoire national et dans les DOM-COM, dans tous les lieux, enfin, tous les lieux publics, mais également dans tous les lieux d'exercice normal du service pour la douane. Dès lors, je vais être un petit peu plus précise, dès lors que les marchandises sont placées sous surveillance douanière. Alors qu'est-ce que ça veut dire, surveillance douanière ? Ça veut dire que l'œuvre est sous un régime particulier dans lequel elle est en suspension de droits et taxes. Typiquement, c'est le régime de l'admission temporaire, c'est-à-dire que vous faites venir sur le territoire national une œuvre que vous allez exposer. Elle va être en admission temporaire, donc vous n'allez pas avoir à payer les droits et taxes. Et au fur et à mesure, vous allez vendre l'œuvre d'art. Eh bien, où que se trouve l'œuvre, nous avons la possibilité de réaliser des contrôles. Voilà. Si vous faites également venir en France une œuvre d'art pour la faire restaurer, nous sommes sur un régime douanier qui s'appelle le perfectionnement actif, et à ce titre-là, eh bien, nous avons, dans la mesure où elle est toujours en suspension de droits et taxes, la possibilité d'intervenir. Autre pouvoir que nous avons, c'est le pouvoir de contrôler les certificats, mais également les autorisations de sortie du territoire sur les biens culturels et les trésors nationaux. Nous avons, je vous en ai parlé tout à l'heure, le pouvoir de consigner les marchandises, mais également les véhicules, transportant les marchandises. Alors véhicules, c'est au sens large. C'est un pouvoir qui s'exerce dans les locaux professionnels, mais aussi dans tous les lieux que désignera la douane. Ça se fait aux frais du tiers, et ce pendant 10 jours, éventuellement prorogeable jusqu'à 21 jours, dès lors que nous avons l'autorisation du procureur de la République. Et puis parmi les pouvoirs douaniers très classiques, mais qui n'en demeurent pas moins extrêmement puissants, nous avons le pouvoir de procéder à des visites de locaux professionnels, des pouvoirs de réaliser des visites domiciliaires, donc dans les lieux privés, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, et puis également d'autres pouvoirs de nous faire communiquer un certain nombre de documents qui nous permettent de mener nos investigations. J'en termine sur les sanctions également que nous avons, puisque la douane a le pouvoir également d'appliquer des sanctions, soit en transigeant, soit également se réserve aussi la possibilité de signaler les infractions au procureur de la République. Donc s'agissant des biens culturels et des trésors nationaux qui peuvent être exportés sans certificat ou bien sans autorisation de sortie du territoire, je vous l'ai dit, ces opérations sont considérées comme des exportations sans déclaration de marchandises prohibées. Réprimé, je vous l'ai dit, par l'article 414 du Code des douanes, qui est un délit de première classe qui prévoit jusqu'à 3 ans de prison, la confiscation de l'objet de la fraude et du moyen de transport, mais également une amende pouvant aller jusqu'à 2 fois la valeur de l'objet. Et en particulier, je vous ai parlé également de la compétence que pouvait avoir la douane en ce qui concerne les importations, en tout cas les trafics de biens frappés par des résolutions de l'ONU. Dans ces cadres-là, nous sommes sur un autre champ répressif, puisque finalement, des sanctions sont prévues sur les contournements de restrictions économiques et financières qui peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison, la confiscation du corps du délit, la confiscation des moyens de transport, la confiscation des biens et des avoirs directement ou indirectement liées à l'infraction, et une amende pouvant aller jusqu'à 2 fois les sommes portant sur l'infraction. Et ça porte sur l'infraction, mais également la tentative d'infraction.
Voilà, donc tout ça pour vous décrire finalement un arsenal juridique qui est somme toute assez robuste pour pouvoir en effet conduire cette mission de surveillance et de protection du patrimoine culturel. Merci beaucoup pour effectivement ces éléments très précis. On comprend bien le spectre large de compétences des douanes. Je vous propose qu'on poursuive avec Éléonore. On a évoqué tout au début, effectivement, on a parlé de Daesh, on a parlé de Syrie, on a parlé d'Irak. C'est extrêmement médiatisé. C'est aussi très récent sur les actions qui ont été conduites. Mais il se passe beaucoup de choses, et notamment en Europe de l'Est, les Balkans, que vous connaissez très bien. C'est une zone que vous suivez, notamment à travers l'organisme que vous avez fondé. Est-ce que vous pouvez, pour nous, faire un état des lieux de cette problématique du trafic culturel, notamment dans les Balkans ? Oui, alors bonjour à tous. Je vais plus particulièrement vous parler de la Bosnie-Herzégovine, puisque c'est un pays où j'ai passé les 12 dernières années. Et aussi parce que c'est évidemment en lien avec le trafic d'œuvres d'art, c'est un pays où il y a eu un pillage des œuvres d'art pendant la guerre de 92-95. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais planter le décor en vous disant qu'en Bosnie, il y a 14 niveaux de gouvernement, dû aux accords de Dayton qui ont mis fin à la guerre en 95. 14 niveaux de gouvernement, donc 2 entités semi-indépendantes, le niveau national qui est quasi inexistant, presque symbolique. Au sein de donc l'entité serbe, la Republika Srpska, et l'entité croato-musulmane, qui est elle-même divisée en 10 cantons. Et donc, voilà, pour la lutte contre les trafics divers et variés, et notamment le trafic d'œuvres d'art, c'est assez compliqué. Et donc, tous ces niveaux de gouvernement ont tous un ministère de la Culture, mais donc on a 13 ministères de la Culture, puisqu'au niveau national, il n'y a pas de ministère de la Culture. Donc en ce qui concerne les vols du patrimoine national, donc j'ai parlé des pillages durant la guerre, évidemment, où on a vu notamment aussi la disparition de toute la documentation liée à ces œuvres. Des vols ont été signalés pendant la guerre. C'est le cas notamment de la Galerie nationale à Sarajevo. Mais comme en Bosnie-Herzégovine, il n'y a aucune obligation de récolement ou de tenue d'inventaire, aucune obligation légale, les musées se rendent compte bien longtemps après les vols que quelque chose a été volé. Même aujourd'hui, quand il y a un vol dans un musée, certains musées ne sont pas en mesure de dire ce qui leur a été volé. Donc actuellement, à l'heure actuelle, il y a des vols au sein des musées, au sein des collections privées. On assiste aussi à des fouilles illégales, notamment ça concerne les pièces de monnaie, les artefacts datant du Moyen-Âge, de l'Antiquité, de l'Empire ottoman. Il y a aussi le problème de la contrefaçon. J'ai pas assez de temps pour en parler, mais on a travaillé avec le centre sur une affaire de contrefaçon. Et aussi, alors là c'est très récent, ça date d'il y a quelques mois, le sort des œuvres d'art qui se trouvaient dans les ambassades et les résidences diplomatiques d'ex-Yougoslavie, qui ont donc été par succession héritées par les différentes républiques qui composaient la Yougoslavie. Et la plupart de ces œuvres ont disparu, et c'est des œuvres d'artistes majeurs de Yougoslavie. Alors, en ce qui concerne la législation, il faut savoir que la Bosnie est signataire de toutes les conventions internationales applicables pour la protection du patrimoine, donc notamment, on en a parlé, la convention de l'UNESCO de 70, la convention Unidroit de 95, et également la recommandation de l'UNESCO de 2015 qui concerne directement les musées et les inventaires, la protection des collections des musées, est directement applicable en Bosnie. Mais la législation n'en tient pas compte. Donc l'harmonisation de la législation est aussi un problème, puisque chaque niveau de gouvernement a sa propre
ses propres lois, les peines encourues pour ce type de trafic sont différentes selon les différents niveaux de gouvernement. Il n'y a pas d'unité spécialisée de police pour le trafic d'œuvres d'art. Pas de bureau centralisateur au sein du ministère de la Culture, par exemple, puisqu'il n'y a de toute façon pas de ministère de la Culture. Et peu de coopération judiciaire et policière entre les différents pays de la région. Donc, par rapport à ce que vous évoquiez, il y a effectivement donc un système juridique visiblement qui n'est pas très adapté, une structure politique ultra complexe qui ne facilite évidemment pas les choses. Quelles sont les actions que vous avez conduites, notamment avec le centre donc, contre le trafic d'œuvres d'art, le CPKU dont on parlait, et qui permet justement de lutter, d'améliorer la lutte contre le trafic. Peut-être si vous avez un exemple pour notre assemblée ce soir. Alors, bon, on a fondé une association en 2014 et c'est vrai que tout était à faire puisqu'on avait devant nous, on devait agir sur tous les fronts. Donc, au départ, on a fondé cette association pour sensibiliser la population, pour assister les propriétaires d'œuvres d'art publiques et privées. Et, voilà, et également pour faire pression sur les pouvoirs publics. Donc on organise des conférences où on réunit toutes les personnes intéressées, donc à la fois du secteur public, du secteur privé. On organise des formations pour les magistrats depuis 3 ans. On a en projet d'organiser des formations pour les douanes et la police aux frontières. On a créé aussi une base de données des œuvres volées, disparues. Donc c'est une base de données non officielle, mais qui a été créée sur la base des plaintes déposées auprès de la police, qui nous ont été transmises par les musées ou les collectionneurs privés. Et cette base de données a été créée donc, également pour sensibiliser surtout la population et les pouvoirs publics. Voilà, on publie aussi des manuels destinés aux magistrats, aux policiers. Notamment, on a traduit le manuel de l'OCBC sur comment photographier ces œuvres et des fiches descriptives des œuvres d'art. Donc ces documents sont nécessaires, à la fois les photos et la description, la documentation attachée à l'œuvre d'art sont nécessaires en cas de vol, évidemment. Alors sur les parties des actions qui ont été conduites, puisque c'est notamment ce que vous évoquiez, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent, alors évidemment au niveau national, au niveau européen, au niveau international. Peut-être, Laure, on peut en parler un petit peu avec vous. Il y a donc au niveau national, il y a Polar. Peut-être que l'on peut en dire un mot pour expliquer de quoi il en retourne. Et puis peut-être au niveau européen, qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui ? Oui, alors... Polar, c'est un petit peu un projet passé qui a évolué, donc il y a un projet national qui était un projet pilote et qui a évolué vers un projet européen, donc Nature H2020 dans le cadre de la procédure H2020, enfin la plateforme, la nouvelle plateforme. Alors en fait, c'est né un petit peu d'un constat. Donc moi, je suis arrivée par hasard dans ce projet Polar en 2016, qui était lié au programme, enfin, attentat recherche, enfin. Donc il y avait le CNRS, on demandait au CNRS de réfléchir avec les forces de l'ordre à des passerelles, décloisonner un petit peu les secteurs d'activité, donc du patrimoine, les scientifiques, enfin les archéologues notamment, parce que c'était les archéologues liés, puisqu'au départ c'était lié aux antiquités du sang. Et en fait, très vite, moi, on m'a demandé d'intervenir. Donc c'est Véronique Chankowski qui est au CNRS, qui désormais est à la tête du programme Nature H2020, m'a demandé au départ d'intervenir uniquement sur l'expertise, donc avec l'œil d'un des acteurs du marché, donc parce que j'ai une formation d'archéologue et un passé d'ancien archéologue. Et en fait, très rapidement, alors qu'au départ, c'était essentiellement les scientifiques CNRS et les forces de l'ordre, très rapidement, donc, il y a eu un colloque où étaient invités donc, des acteurs du marché de l'art, des experts, des gens du musée.
très rapidement, en fait, le constat a été fait qu'il y avait véritablement des distorsions très importantes dans les approches du problème donc des différents acteurs, dans les méthodes, dans les intérêts qui divergeaient totalement, et surtout donc l'absence d'une vision commune et donc même d'un discours commun. Et attaché à ce premier colloque, donc il y avait le lendemain des ateliers de réflexion donc en petit comité à l'ENSP, puisque c'était, me semble-t-il, le coordinateur. Je crois que c'était déjà l'ENSP. Qui coordonnait en fait l'émergence, donc la jeunesse de Polar, et très rapidement, au terme de cette journée d'atelier donc au sein de l'ENSP, ce qu'on a compris, c'est que véritablement, c'était extrêmement compliqué de faire converger à la fois des visions, des intérêts, etc. Donc, très vite, on a construit de concert la Compagnie nationale des experts, le syndicat national des antiquaires qui était présent. Il y avait le président qui était là, le NSP, le CNRS, la Bibliothèque nationale de France, l'OCBC aussi. Enfin, j'avais plusieurs acteurs, je n'ai pas tout en tête, j'ai un peu oublié. Et progressivement, en fait, on a essayé de mettre en commun à la fois notre vision, d'échanger, puisque c'était au départ optimiser les réseaux, et c'est surtout d'arriver à comprendre un petit peu quels pouvaient être les intérêts des uns et des autres. Et, donc c'est parti de la construction d'un réseau national, donc surtout très transversal, décloisonné, puisque le problème c'était vraiment les passerelles entre les différents secteurs d'activité. Et donc à partir de là, donc il y a un projet commun qui a émergé de ces réflexions. Voilà, et qui a évolué vers un projet européen, donc Nature, H2020. Et quel est finalement aujourd'hui, je dirais, l'objectif, quelles sont les actions de ce projet, de ce programme, vers quoi souhaite-t-il tendre pour justement accompagner aussi les actions des autres acteurs qui initient dans ce domaine? Alors c'est une ambition extrêmement importante, puisque le projet, donc c'est dans le cadre d'H2020, c'est d'inventorier toutes les recherches passées, actuelles, qui peuvent être faites en matière de lutte contre... alors c'est plutôt lié aux antiquités du sang, mais pas seulement, donc tous les trafics d'art. Donc essayer vraiment de faire à la fois d'identifier les acteurs, d'optimiser les échanges entre ces différents acteurs sur une plateforme et sur laquelle une plateforme donc en ligne, sur laquelle figure donc une espèce d'inventaire de toutes les recherches donc passées et en cours, et pour essayer une espèce de construction d'un vade-mecum, des bonnes pratiques en fait, à l'intention de tous les acteurs qui peuvent de près ou de loin être concernés par les problèmes de trafic, de criminalité, des antiquités du sang notamment, surtout spécifiquement ça. Donc là, on est dans l'aspect effectivement européen, donc on comprend bien l'enjeu de coopération, et ça a été souligné fortement par Claire Chastanier en ouverture, et d'ailleurs souligné aussi par le colonel Berger. Est-ce que vous pouvez peut-être, colonel, revenir pour nous sur cet aspect de coopération? Vous évoquiez Interpol, Europol, comment est-ce que vous interagissez avec ces acteurs, avec la douane aussi, très important pour essayer justement d'améliorer, on le disait, ce trafic n'a pas de frontières, donc il est essentiel que les acteurs se parlent, et en même temps on comprend bien à travers chacune de vos prises de parole que c'est quand même compliqué d'avoir une vision, d'aller dans le même sens. Tout ça est quand même particulièrement complexe. On évoquait la structure politique, notamment en Bosnie-Herzégovine, où là on comprend que c'est quand même compliqué. Oui, alors effectivement, il y a plusieurs adjectifs qui peuvent qualifier le trafic de biens culturels. Tout d'abord, effectivement, c'est sa complexité. Ça a été évoqué, son opacité, puisque notamment qu'il soit légal ou illégal, le marché de l'art, pour le marché légal je parle, notamment, est couvert par un secret des affaires qui est vraiment très fort, et avec des enjeux financiers très importants. On le voit régulièrement dans la presse, sur les records qui sont battus sur les ventes aux enchères. Et c'est ce qui explique, je dirais, la difficulté auquel
on est confronté. Et puis, l'aspect international, il est omniprésent. Il est omniprésent. On évoque les antiquités du sang, mais je dirais que c'était un constat qu'on faisait déjà avant. Et je dirais que les trafiquants l'ont bien compris. Ils se jouent des frontières, ils se jouent des mécanismes de contrôle administratif, des certificats d'exportation qui ont été mis en place. Ils arrivent, je dirais, à blanchir l'origine des antiquités en leur donnant une histoire, parfois fausses histoires, hein, bien entendu, puisque si elles étaient vraies, je dirais que le bien tomberait sous le coup des règlements internationaux. Et je dirais, de tout ça, il faut effectivement arriver à trouver le moyen de pouvoir identifier les réseaux qui sont effectivement, comme ça a été évoqué tout à l'heure par Claire Chastanier, des réseaux qui sont multicartes, hein, qui peuvent à la fois travailler sur le trafic de drogue, trafic d'êtres humains, un trafic en tout genre, à partir du moment où ces trafics sont lucratifs. Donc le travail d'Interpol, pour l'instant, il est essentiellement dans l'animation du travail qui est fait au niveau, dans l'ensemble des services d'enquête travaillant sur la thématique. Alors en Europe, c'est vrai qu'on a quelques services qui sont spécialisés sur la thématique, hein. L'OCBC en fait partie, mais je dirais que les Italiens sont très présents, les Carabiniers sont très présents, les Espagnols sont structurés, les Belges sont structurés, même si l'effectif a été largement diminué. Les douanes, je dirais, de par le statut international des antiquités, des biens culturels, sont un acteur majeur, parce qu'on parle de flux internationaux, donc les douanes, effectivement, ont dirait, un rôle majeur à jouer. Et puis, je dirais que et je suis très content que les professionnels de l'archéologie soient présents ici à cette table ronde, puisque aujourd'hui, notamment le trafic d'antiquités, ils jouent un rôle très très important dans l'identification des biens qui peuvent être l'objet de pillage. Ce sont des spécialistes, ils ont été sur place avant, sur les tas d'opérations sur lesquelles nous pouvons aujourd'hui difficilement aller. Ils sont capables de faire des rapprochements au plan technique, au plan photographique, qu'un enquêteur, je dirais, qu'il soit policier ou peut-être douanier, n'est pas capable de faire. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat avec le ministère de la Culture pour faire en sorte que les documents, notamment le livre de police, puissent insérer des photographies. On ne peut, aujourd'hui c'est pas le cas, mais on ne peut travailler et lutter contre le trafic de biens culturels, le trafic d'antiquités, que si on fait des rapprochements sur la base de photographies. C'est essentiel et j'espère effectivement fortement qu'on progressera au niveau français, mais aussi au niveau international, au niveau européen, pour que tout le monde puisse travailler dans le même sens, avec les mêmes règles. Europol, aujourd'hui, monte en puissance sur la thématique du trafic de biens culturels. Depuis le 1er février, sous l'impulsion politique du Conseil de l'Union européenne, a été mis en place un bureau dédié au trafic de biens culturels pour une durée expérimentale de 6 mois. Et dans 6 mois, on fera le bilan de la plus-value que ce bureau a pu apporter dans la lutte contre les réseaux. Voilà, donc le travail de décloisonnement qui doit être fait au niveau international est fait au niveau national. Hein. Je parlais tout à l'heure des archéologues. On travaille avec le ministère de la Culture, avec les douanes, avec le ministère des Affaires étrangères, qui joue un rôle très important, notamment en termes d'entremetteurs avec les ambassades. On a pu nouer des contacts de confiance avec l'ambassade irakienne à Paris, l'ambassade d'Iran, l'ambassade du Yémen, autant de pays qui sont aujourd'hui pillés, qui font l'objet effectivement d'un trafic sans avoir forcément les moyens de pouvoir lutter contre ces derniers. Et effectivement, c'est l'enjeu il est vraiment international. Et c'est toute la difficulté. Il faut faire en sorte que l'élan qui a été donné il y a quelques années au niveau onusien, au niveau relayé ensuite par les directives européennes, puisse ensuite se concrétiser par des actes forts. On parlait tout à l'heure des Balkans. Alors, le CBC mène des actions de formation auprès des policiers bosniaques, auprès des Macédoniens. On y est allé donc en 2018, auprès des Serbes aussi.
qui sont aussi engagés sur cette thématique. Alors, le but qui pour nous, c'est d'avoir effectivement des services d'enquête avec des enquêteurs dédiés à cette thématique. Mais encore faut-il que ces thématiques soient déterminées comme étant une priorité par les gouvernements en place. Et là, effectivement, on rejoint la complexité politique évoquée par Éléonore, où effectivement, c'est très compliqué. Vous évoquez à l'instant la thématique de la provenance et de la traçabilité, qui sont effectivement deux sujets qui sont primordiaux. Peut-être, Laure, vous souhaitiez en dire un mot, et puis ensuite, on évoquera l'appui, le soutien des nouvelles technologies. On parlait beaucoup de photographie, on parle de traçabilité, on parlera blockchain. Donc là, on va faire un saut dans le... Je dirais presque dans le futur, parce qu'il y a beaucoup de choses à construire autour de la blockchain, mais on va déjà essayer de comprendre ce qu'elle peut apporter dans le monde de l'art et des biens culturels. Peut-être, Laure, un mot sur cet enjeu de la traçabilité, de la provenance qui est extrêmement important. Alors, la provenance, la traçabilité, en général, quand on en parle, c'est pour la chaîne des transactions, donc les différentes transmissions entre propriétaires, différents propriétaires. Moi, j'ai une approche un peu différente, dans le sens où les objets, il y a aussi des empreintes matérielles dessus qui permettent de voir d'autres types d'acteurs, en fait, qui ont été en possession du bien, que ce soit des restaurateurs, des transporteurs, des encadreurs, qui peuvent laisser une trace, un vestige et des archives. Donc ça devrait, idéalement, la traçabilité, ça devrait réintégrer, en fait, tous ces aspects-là dans la traçabilité, et pas uniquement les différentes transactions, ce qui est souvent le cas. Et alors la traçabilité, c'est extrêmement important dans la mesure où ça permet d'aller justement de l'origine du bien jusqu'à son dernier acquéreur. Et donc non seulement, comme je le disais, de voir les différentes transactions, mais aussi le parcours historique de l'œuvre. Donc l'œuvre qui a pu, au moment de son histoire, passer entre les mains des restaurateurs, etc. Donc effectivement, la provenance, c'est central parce qu'on retrouve de bout en bout tous les différents acteurs, le chaînage des opérations qui ont pu compter dans l'histoire d'un objet et qui, en fait, a créé soit une archive, soit une trace matérielle, un vestige matériel sur l'objet. Et donc, je pense que c'est extrêmement important, c'est de penser, effectivement, il y a les réseaux humains, mais il y a aussi les objets qui parlent, qui laissent justement, ça, c'est l'intérêt des archéologues aussi, c'est quasiment... aussi l'importance du diagnostic physique aussi. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur les catalogues de vente pour voir quels sont les différents types de transactions, des différentes ventes qui ont eu lieu, ou même les livres de police. Il y a aussi le diagnostic physique qui importe autour de la provenance, notamment parce qu'il y a une chose dont on parle assez peu, mais on parle des photos, mais que les biens sont maquillés, ils sont démantelés. Il y a vraiment une réalité de terrain qui montre que c'est beaucoup plus compliqué de s'appuyer uniquement sur les photographies. Voilà, ça, c'est aussi d'où ce que disait effectivement le colonel Berger, de connecter ces professions qui vont ensuite alimenter avec cette connaissance du terrain qu'évoquait à l'instant le colonel, et l'intérêt de partager ses visions et ses expertises pour avoir une approche plus complémentaire. Vous vouliez rajouter quelque chose? D'autant plus qu'on a pu identifier des acteurs, notamment dans les pays tels que le Liban, qui ont pu faire un travail de recensement des biens présents, des biens pillés. Et une des difficultés auxquelles on est confronté, c'est de pouvoir faire une comparaison entre les antiquités qui se trouvent sur les marchés occidentaux, qui sont mis en vente auprès des opérateurs de vente volontaire, des maisons de vente, et des biens qui ont été identifiés, localisés dans le temps, dans l'espace, à un moment donné, dans les pays qui aujourd'hui sont pillés. Et c'est une vraie difficulté de pouvoir faire cette comparaison. Et on a effectivement un certain nombre d'acteurs, je parlais du Liban, mais aussi dans d'autres pays, qui ont fait un travail de recensement. Et on a parfois du mal à identifier ces acteurs qui ne font pas partie, je dirais, de la sphère des services d'enquête. Mais on va les chercher effectivement dans le milieu des milieux de la recherche archéologique notamment.
Sur la partie blockchain, alors je vous ai vu acquiescer à plusieurs reprises à ce que disait Laure sur la traçabilité, le bout en bout, etc. Donc ça, effectivement, sont des choses qui vous parlent dans votre univers. Est-ce que vous pouvez peut-être, je dirais, le b.a.-ba, nous expliquer finalement ce que peut faire, ce que peut apporter, ce qu'est la blockchain dans cet univers du bien culturel et de l'œuvre d'art? Bonjour. Alors, je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails techniques. Le but, c'est pas de prendre de haut, mais c'est de parler concret, application concrète. Dites-vous bien une chose, c'est que la technologie blockchain, c'est une structure de gestion de bases de données, donc de stockage et de transmission d'informations. Elle est réputée, infalsifiable, indestructible, immuable, est protégé contre toute tentative de manipulation, de fraude, d'erreur ou de perte. Ça, c'est la théorie. Maintenant, on va être clair, c'est pas rigoureusement exact, c'est presque imparfait. Typiquement, oui, potentiellement, cette technologie peut avoir ses propriétés, sous certaines conditions. Ces conditions, on ne les évoque jamais. Mais dites-vous bien une chose, c'est que cette technologie a le potentiel de révolutionner complètement la manière dont nous opérons nos échanges, et ce, dans tous les secteurs d'activité économique. Et contrairement à ce qu'un courant des crypto-anarchistes, entre guillemets, cette technologie qu'on appelle les maximalistes, disent, c'est-à-dire code is law, à partir du moment où le code est écrit, on ne peut plus altérer et il va produire automatiquement ses effets dans les interactions entre les acteurs d'un secteur économique. Il y a un autre courant auquel en fait, nous appartenons qui consiste à dire qu'on ne peut pas décorréler en fait, la vie réelle des objets de leur représentation digitale qu'on appelle des tokens. C'est juste impossible. Je vous prends un exemple très simple dont on avait déjà parlé ici, c'est les successions ou les décès. Typiquement avec blockchain, vous avez en fait une clé privée, unique. C'est-à-dire que vous êtes censé être la seule personne au monde à pouvoir opérer des opérations avec une œuvre d'art qui bénéficie d'une certification, on y reviendra, répudiée, fiable. Tout va dépendre en fait de l'input, qui insère la donnée, d'où elle vient, par quel procédé, etc., etc. Mais supposons que cette information, cet input, donc, soit fiable et certifiée. La certification de l'œuvre d'art et toute sa provenance, en fait, vont être disponibles et accessibles via, en théorie, le seul détenteur unique au monde de la clé privée. Si cette personne décède, en l'état actuel des blockchains conçus de manière maximaliste, c'est-à-dire que le code s'exécute et basta, plus personne n'a accès à la certification et la provenance. Tout disparaît, c'est terminé. Enfin, tout ne disparaît pas, mais plus rien n'est accessible. C'est fini. Ça va poser de graves problèmes. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de projets qui, et je ne les blâme pas, je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur ni moins bien, ce n'est pas le sujet, c'est qu'ils ont une approche différente. C'est que vous avez beaucoup de projets qui évacuent ces questions et qui disent pour l'instant ça apporte des bénéfices à court terme, à moyen long terme, quand la vie réelle va rattraper le virtuel, il va y avoir de la casse, véritablement. Maintenant, juste pour qu'on soit d'accord, la véritable innovation de la technologie blockchain, au-delà en fait de la technologie, des protocoles algorithmiques de validation, etc., 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 c'est le consensus distribué, c'est-à-dire en fait la capacité des acteurs d'un secteur d'activité économique à adhérer au fonctionnement d'un système et d'une architecture. C'est véritablement ça. C'est qu'on passe en fait d'une logique de, et c'est pas péjoratif, mais de répression, en disant si tu ne fais pas ceci, attention, il va arriver ça, à une logique plutôt de, qu'on appelle ça dans le milieu anglo-saxon, de compliance, c'est-à-dire dans l'intérêt de tous, et pour que le marché soit le plus vertueux, le plus dynamique et le plus liquide possible, nous avons tous intérêt à se comporter de telle manière. Et ça, les protocoles de consensus distribués permettent à des acteurs très hétérogènes de s'accorder sur un socle commun de valeurs qui sont véritablement implémentées parce qu'elles sont auditables. Déjà, c'est une grande force. Et de s'accorder à tendre vers un comportement entre guillemets, pas idyllique, mais en tout cas déontologique et véritablement éthique. Simplement, là, les individus, comme l'a dit, alors je ne sais plus qui en avait parlé, mais les intérêts sont divergents. Forcément, un galeriste, un hôtel des ventes, les autorités
etc., etc. Tous ont des intérêts qui divergent à un moment donné. Mais néanmoins, on peut tous s'accorder sur un socle commun. Et cette technologie a le potentiel de mettre ça en place, sans pour autant recourir à la répression. Je ne suis pas en train de dire que la répression est le mouton noir. Elle est nécessaire. Ne soyons pas naïfs. Vous aurez toujours en fait des gens, des acteurs, qui vont poursuivre leur intérêt. Après tout, on reste des homo economicus. Donc on va, voilà, avec tout ce que ça sous-entend, on ne va pas se mentir. Maintenant, on peut très bien aussi faire en sorte d'inciter les acteurs à se comporter dans un sens. C'est fondamental à comprendre. Sans pour autant devoir signer avec son sang, non, on fait pire. On souscrit et on adhère en fait à un protocole, à une architecture. Par contre, la grande différence avec d'autres projets, je ne dis pas qu'en fait on a trouvé la solution. Pour l'instant, on explore les cas d'usage de la technologie blockchain adaptée au marché de l'art en designant de nouvelles façons d'opérer. Et on a une démarche en fait inclusive, c'est-à-dire que pour nous, il est juste fondamental d'intégrer l'ensemble des acteurs d'une chaîne de valeur, en passant aussi bien par tous les acteurs du marché privé que les acteurs en fait, qui représentent les autorités. On m'a posé la question une fois, enfin on nous a posé la question une fois de savoir, très bien, mais imaginons que demain, il y a une décision de justice qui tranche en fait dans un sens. Là se pose la question du caractère exécutoire d'une décision de justice, donc d'une juridiction incarnant l'autorité régalienne d'un État. Comment vous faites pour garantir ce caractère exécutoire sur un réseau décentralisé, qui par principe n'est pas centralisé? Ça va poser un problème. Et donc ça sous-entend en fait le design de protocoles très particuliers, de type Proof of Authority. Ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement qu'à partir du moment où un acteur qui a été dûment identifié comme étant éventuellement une émanation du pouvoir régalien d'un État, soit de nature juridictionnelle, soit de nature administrative, d'accord, prononce ou insère dans le système une vérité, on va dire, aujourd'hui, cette œuvre d'art-là est réputée comme étant fausse, après expertise, à ce moment-là, ce protocole va faire en sorte que cette information va automatiquement se répercuter sur l'ensemble en fait, du système et de la solution et de tous les acteurs qui y participent. Ça signifie quoi concrètement? Ça signifie que demain, je m'apprête à acquérir une œuvre qui justement en fait, a fait l'objet de cette expertise-là, je vais automatiquement avoir l'information comme quoi une autorité administrative ou judiciaire investie de ce Proof of Authority a déclaré cette œuvre comme étant litigieuse. Maintenant, à mes risques et périls de l'acquérir. Mais en tout cas, l'une des principales forces de ce système, c'est aussi de porter à la connaissance du public essentiellement privé toutes justement en fait, les informations et les travaux de recherche ou d'expertise qui ont été menés par les autorités compétentes. C'est en partie ça en fait, l'avantage de cette technologie. Par contre, ça sous-entend de mettre une couche d'intelligence. La blockchain, c'est une pâte à modeler. Vous en faites ce que vous voulez, véritablement. Vous pouvez décider d'exclure une catégorie d'individus ou de les inclure. Nous avons fait le choix en fait, de les inclure. On travaille sur ces protocoles pour justement faire coïncider l'ensemble des acteurs, publics, administratifs et privés, de telle manière en fait, à poursuivre un idéal de provenance, de traçabilité et de transparence pour rendre le marché de l'art véritablement vertueux. Et on essaie de faire comprendre aux acteurs qu'à partir du moment où vous mettez en place la transparence, la sécurité, transparence combinée en fait à la nécessaire confidentialité des affaires. On crée en fait l'équilibre entre les deux. Typiquement, je peux très bien avoir accès à une information sans pour autant en fait connaître les détails de cette information. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte transactionnel, je saurais par exemple que l'œuvre a fait l'objet d'une transaction. Par contre, vu ma qualité de acheteur numéro 2 privé, je n'ai pas forcément l'indication du prix auquel le précédent acquéreur l'a acquise sur le marché de gré à gré. Mais je peux avoir éventuellement un indice, une fourchette de plus ou moins 10%, éventuellement. Je ne suis pas en train de dire qu'on a fini tout ça. On est en train de travailler avec en fait, un noyau d'acteurs du marché de l'art. On travaille en toute confidentialité. Le but, c'est qu'on n'est pas une opération, on n'est pas une agence du MI6 ou de la GSE, c'est pas ça. C'est qu'il faut travailler en fait dans un réseau de confiance, avec des gens qui partagent nos valeurs et nos visions. Et si vous apportez la transparence, sécurité, ça veut dire qu'en fait, vous avez les deux piliers de ce qu'on appelle la confiance. Il n'y a pas d'économie sans confiance.
parce que l'économie implique en fait des échanges de biens et de services. Et on ne peut pas se faire d'échanges de biens et de services si on n'a pas confiance les uns en les autres. Les autorités, les institutions sont là pour justement garantir cette confiance. Aujourd'hui, vous avez une technologie qui n'est pas là pour remplacer les acteurs, aujourd'hui étatiques ou administratifs. Il est là justement pour apporter une couche supplémentaire d'efficacité, de robustesse, de fiabilité, et qui va permettre en fait cette fois-ci de faire en sorte que public et privé rament dans le même sens, via ces mécanismes de consensus. C'est véritablement ça la force de ce système. Et c'est ce sur quoi nous travaillons. Merci beaucoup, Jürgen. Alors, je vous propose qu'on prenne quelques questions dans la salle. Y a-t-il des questions? Alors, je vous invite simplement à lever la main. Oui, alors, Stéphane, est-ce qu'on peut donner un micro dans la salle? Oui, bonsoir. Stéphane Schmoll, amateur d'art. Je suis fasciné d'avoir entendu ces différentes interventions, notamment le grand écart entre, je dirais, l'approche historique de la douane, de la gendarmerie, des experts, et puis l'approche futuriste de M. Zambayon sur comment on peut créer de la confiance pour avoir un peu moins de trafic dans le futur. Je ne sais pas à quel horizon. Mais du coup, ça m'amène à une question pour le colonel Berger, qui porte sur ce bon vieux fichier Tréma, cette base Tréma qui a presque 30 ans et qui n'est toujours pas ouverte aux professionnels de l'art en France, alors que d'autres bases à l'étranger y sont ouvertes, même si elles ne sont pas directement comparables. Alors, est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que c'est une raison de doctrine? Est-ce que c'est une raison technologique? Est-ce que c'est une raison légale? Et qu'est-ce qui est prévu pour éventuellement la faire évoluer? Alors, effectivement, cette base Tréma fonctionne toujours. Pour nous, c'est un outil de travail qui nous permet effectivement de pouvoir intégrer les objets volés et déclarés comme tels dans le cadre d'une procédure judiciaire. Il ne peut y avoir d'intégration dans Tréma s'il n'y a pas eu de plainte. Donc je dirais que l'intégration est relativement normée. Cette base est partagée avec le ministère de la Culture et les douanes ont fait la demande récemment d'avoir un accès. Je dirais qu'on a un accès qui nous permet d'avoir une garantie sur les accès aux informations. La raison pour laquelle, effectivement, on s'oppose à ce que cette base puisse être intégrée, enfin être ouverte au grand public, c'est essentiellement un problème capacitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec l'effectif dont je dispose, c'est nous qui faisons les requêtages pour comparer, sur la base des renseignements qui nous sont donnés, les objets qui peuvent être trouvés et les objets qui sont en base. Si on ouvrait la base au grand public, on multiplierait par un facteur que je ne saurais déterminer, mais certainement un nombre à 2 chiffres, le nombre de signalements nous concernant, entre un objet soi-disant trouvé et un objet qui se trouve en base. Nous avons déjà énormément de mal à déterminer, à faire des comparaisons entre un objet qui peut être trouvé par un service d'enquête, français ou étranger, et cette base Tréma. Ça demande effectivement un vrai savoir-faire. Je n'ose imaginer que si cette base était ouverte au grand public, on aurait un nombre de signalements extrêmement important qu'on ne pourrait gérer. Faire des comparaisons entre 2 tableaux, je dirais que c'est assez facile de manière intuitive de dire voilà, tel tableau ressemble à tel autre, ou tel bronze ressemble à tel autre bronze. Sur photo, c'est pas évident. Tout dépend aussi de la qualité de la photo qui est prise. Et ça, je dirais que c'est un point qui est très important. On revient notamment sur le protocole qui a été effectivement élaboré, qui a été ensuite diffusé dans d'autres pays. La prise de photo est une base essentielle pour pouvoir intégrer dans Tréma. Si la photo n'est pas de bonne qualité, on ne peut pas l'intégrer à Tréma. Et je pense que la raison pour laquelle nous ne l'avons pas ouvert au public, c'est celle-ci, cette fausse idée de croire que n'importe qui peut faire des comparaisons entre 2 objets sur photo.
Et au-delà du n'importe qui peut faire des comparaisons, est-ce qu'il n'y a pas des outils technologiques aujourd'hui, des solutions qui sont pensées donc là, on parlait blockchain, mais il y a évidemment d'autres outils qui pourraient vous aider, qui pourraient vous permettre peut-être d'aller plus vite, d'aller plus loin, avec des regroupements de mots, par exemple, dans l'intelligence artificielle. L'outil idéal, et on y a déjà travaillé avec des sociétés privées, c'est de pouvoir faire des comparaisons sur photo et de pouvoir effectivement, un particulier ou un enquêteur nous envoie une photo numérisée. Nous, on l'intègre effectivement sur un logiciel qui n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui, et de pouvoir comparer en fait, cette photo avec celle qui existe en base Trema, ou alors avec la base Interpol. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et la base Interpol, aujourd'hui, effectivement, est issue, prend en compte un certain nombre d'objets qui sont dans Trema, notamment les objets qui sont les plus sensibles. Toute la base Trema n'est pas dans Interpol. Et je dirais qu'on est sur des signalements tellement faibles en quantité que ça nous permet de les gérer. Si la base Interpol, effectivement, est une base qui est mondiale et ne prend en compte des objets qui sont vraiment d'une typologie tellement fine que le nombre de chances de faire des rapprochements est relativement faible. La base Trema, je dirais qu'on est sur une volumétrie beaucoup plus importante, une densité d'objets beaucoup plus importante qu'il faut arriver à gérer. Alors effectivement, là je parlais du logiciel de comparaison, et donc c'est un sujet sur lequel on travaille. Mais techniquement, je dirais que les solutions n'ont pas été encore satisfaisantes. Après, effectivement, les nouvelles technologies permettront certainement à l'avenir de pouvoir répondre à cette nécessité de pouvoir gérer de manière plus optimale les informations, les renseignements, sur photo ou non, qui nous sont donnés. Ouais, je vais apporter aussi un autre éclérage en ce qui concerne les nouvelles technologies. C'est que vous avez des sociétés privées aussi qui travaillent en fait sur des techniques d'imagerie, mais imagerie très haute définition. Très clairement, ça résout le problème de la photographie. Le souci, c'est qu'en fait, ces technologies, pour l'instant, nécessitent d'amener l'œuvre auprès du dispositif et non l'inverse. Donc c'est coûteux, contraignant, et c'est souvent réservé en fait à des œuvres d'une certaine valeur, entre guillemets. Donc pour l'instant, c'est pas encore accessible. Et le software est prêt, c'est pas le souci. Donc en fait, la version logicielle, le traitement logiciel est prêt. Le problème, c'est qu'on est confronté en fait à la limite du hardware, c'est-à-dire comment miniaturiser ces dispositifs de telle manière en fait à les rendre portatifs. On a discuté aussi avec des sociétés qui ont développé ce type de technologie appliquée en fait au génie civil, pour les architectes, etc., pour la construction de bâtiments. Cette technologie, aujourd'hui, elle est portative, mais pas encore suffisamment miniaturisée. D'ici 5 ans, elles le seront. Ça veut dire que potentiellement, on aura à notre disposition en fait, des équipements. Alors après, à savoir qui sera habilité à prendre les photos, dans quelles conditions, qui, quoi, comment, ça c'est un autre sujet, mais la technologie, elle sera disponible. Et donc, on résoudra la problématique en fait, des photos et des images. Ça existe déjà. Ouais. Ouais, certaines boîtes en fait, ont déjà mis ça en place. Ouais, vous aussi, vous savez ? Je suis en phase de test avec une boîte qui fait ça. Voilà. Donc effectivement, il y a plusieurs boîtes qui se lancent sur le sujet. Donc pour la partie visuelle, c'est fait. Maintenant, après, c'est comment on communique ces informations, comment on s'assure qu'elles sont intègres et qu'elles n'ont pas pu être manipulées. C'est là où intervient la blockchain. Mais peu importe, la blockchain prise en elle-même, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est la combiner à d'autres technologies et d'autres acteurs qui, eux, vont venir renforcer les choses. C'est juste une infra, en fait. Alors, effectivement, dans un monde idéal, on peut arriver à comparer, je dirais, un objet pris en photographie selon un certain standard avec un autre objet pris selon les mêmes standards. La réalité, elle est un peu différente, parce que très souvent, on intègre en base Trema ou en base de comparaison des objets qui ont disparu et pour lesquels le propriétaire qui dépose plainte n'a pas fait forcément les diligences pour prendre les photos selon un certain standard. Et on arrive à avoir des photos qui sont prises selon différents angles, plus ou moins flous, et donc la difficulté, c'est d'avoir une photo de bonne qualité à intégrer comme base de comparaison dans la base.
Oui, alors, il y a 2 points. Je pense qu'il y a l'importance d'avoir une espèce de chaînage de certification à différents niveaux. Vraiment, ça, c'est évidemment qui est habilité, mais il faut qu'il y ait vraiment plusieurs acteurs et qu'il y ait une chaîne de certification assez importante finalement. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'effectivement, de s'appuyer sur des bases de données de photographie, c'est un premier outil, mais il faut à tout prix partir des objets. Je pense qu'il faut revenir sur le marché en sensibilisant les acteurs du marché et en essayant de les convaincre de la nécessité en fait d'attacher à chaque objet une espèce de fiche signalétique, une fiche d'identité comme un passeport auquel est attaché différents éléments. Alors, peut-être pas la fiche qui a été construite par Musée Getty, Interpol, enfin l'ID Object, voilà, ID. Donc peut-être une autre fiche signalétique, mais avec des photographies peut-être, mais qui obéirait à une norme standardisée et surtout internationale. Parce que c'est un marché international et de toute façon, à un moment donné, il faut que ce soit pensé de cette façon-là. Parce que sinon, ça échappera au trafic qui est international et au marché qui est international. De la même façon, il n'y a pas que Internet, les sites de commerce en ligne. Moi, je reçois sur LinkedIn, où je suis sur LinkedIn, dans ma boîte de messagerie, je reçois des photos, des propositions à la vente, etc. Donc, c'est extrêmement large. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment repartir sur le terrain et d'essayer de convaincre vraiment les acteurs du marché de renseigner un maximum toutes les... Alors c'est compliqué, je pense que c'est ça, mais revenir aux objets, je pense que c'est... Ouais. Merci beaucoup. Alors, on a compris effectivement un sujet qui est extrêmement complexe. On pourrait en parler pendant des heures parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est éminemment passionnant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur cette table ronde. C'est donc la fin de nos échanges et puis nous allons poursuivre avec Lara Scarlett Gervais. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Bien, donc j'ai le plaisir maintenant d'accueillir à mes côtés Lara Scarlett Gervais, donc, qui est la présidente d'Héritage et Civilisation. On va revenir sur le travail qu'elle conduit sur le terrain. Lara Scarlett, je vous en prie, asseyez-vous. Alors, je vais essayer de vous présenter peut-être en quelques mots. Vous êtes donc, je viens de le dire, présidente d'Héritage et Civilisation. Ensemble, on va poursuivre les échanges. Et là, on va partir un peu, on va se projeter dans l'avenir. Et on va placer, je dirais, le patrimoine comme un élément de paix. C'est sur cette note que nous allons terminer cette conférence ensemble. Alors, peut-être en quelques mots, vous avez parcouru plus de 50 pays aujourd'hui. On va focaliser finalement sur 2, l'Irak et la Syrie, puisqu'on va parler effectivement de la destruction du patrimoine sur place. Vous vous êtes rendu évidemment sur le terrain. Et vous partagez donc avec nous ce que vous avez pu voir du désastre finalement de la destruction que Daesh a opéré sur place. Tout aujourd'hui est à reconstruire. C'est finalement ce que vous avez partagé avec nous. Il s'agit, et là je reprends les termes d'Irina Bokova, dont on a aussi parlé ensemble, directrice générale de l'UNESCO de 2009 à 2017, qui a caractérisé effectivement la destruction d'œuvres d'art de crimes contre la culture. Évidemment, c'est elle aussi qui a, je le rappelle, lancé notamment la réunion de crise au Conseil de sécurité des Nations Unies après la destruction par les djihadistes donc des sculptures pré-islamiques donc au musée de Mossoul. Et je la cite, « Bien plus qu'une tragédie culturelle, c'est également une question de sécurité parce qu'elle alimente le sectarisme, l'extrémisme violent
et le conflit en Irak. Alors peut-être avant de répondre, je dirais presque à mes questions, parce qu'on a envie de savoir ce que vous avez vu, ce que vous avez découvert, quelle est la situation sur place. On a quelques photos parce que vous êtes une aventurière des temps modernes, photographe, et vous partagez avec nous ce soir, mais avec évidemment une population mondiale, internationale, les photos qui nous permettent de voir ce qui se passe actuellement en Syrie, en Irak. Et si vous en êtes d'accord, je vous propose qu'on regarde quelques-unes des photos qui montrent effectivement à la fois le travail que vous faites et l'engagement qui est le vôtre. Merci. Est-ce que vous voulez peut-être commenter certains... Donc là, c'est une photo qui a été prise en juillet 2018, où je me suis rendue à Mossoul. Donc on est devant la mosquée El-Nouri, qui a été complètement détruite, et son minaret penché, qui était un des symboles de la vieille ville de Mossoul. Là, c'est une photo prise devant le site de Nimroud, en Irak, qui a été complètement ravagé par l'État islamique à l'aide de marteaux-piqueurs et d'explosifs. Donc là, il s'agit toujours du site de Nimroud. D'ailleurs, pour rebondir par rapport à la table ronde précédente, je me suis formée à la photogrammétrie sur le terrain. Et donc, j'ai fait effectué un relevé de ce tas de pierres qui sont des lamassous, en fait, qui ont été détruits par Daesh, et ce qui permettrait de pouvoir, en fait, avec les relevés qui ont été faits par la suite, comparer ces deux relevés et voir si certains morceaux, en fait, auraient été volés entre... après la libération du site de Nimroud. Donc là, on est au musée de Palmyre avec un archéologue de la DGAM, donc la Direction générale des Antiquités et des musées en Syrie. Et donc dans ce musée qui a servi de centre administratif à Daesh, et où il y avait aussi un département qui délivrer en fait les autorisations de fouilles aux personnes lorsque Palmyre était sous l'État islamique. Donc là, il s'agit de la statue à la Tatena au sein du musée de Palmyre, et qui a été décapitée par l'État islamique. Donc, une photo de l'évacuation du musée de Palmyre, des œuvres qui ont été transférées ensuite vers Damas. Donc là, on est en juin 2016. Alors là, vous pouvez voir la cathédrale de Karakoche, qui a servi en fait de camp d'entraînement à l'État islamique, et qui a été complètement ravagée et brûlée. Donc cette photo, elle a été prise à Samarra. Samarra, c'est la ville natale d'al-Baghdadi. Alors, elle fait partie de l'exposition. C'est une des photos où Daesh n'a pas été présent, en fait, sur ce site. Mais j'ai tenu à ce qu'elle fasse partie de l'exposition, car, en fait, ce minaret a servi, déjà cette mosquée a servi de camp d'entraînement à l'armée américaine et de tour de points stratégiques d'observation, et elle a été donc détruite alors l'année exacte, je ne m'en souviens plus, pendant l'occupation américaine, et elle a été reconstruite depuis sous l'égide de l'UNESCO, en fait. Donc un saut sommet, et c'était pour rappeler que la destruction du patrimoine, ce n'est pas nouveau, comme on a pu l'évoquer au début, à l'ouverture de cette conférence.
Alors, on terminera tout à l'heure sur s'intéresser au patrimoine. Ça n'est pas être tourné vers le passé, mais il s'agit bien de préparer le monde de demain, et on parle donc d'avenir. Lara, peut-être nous expliquer, nous faire partager ce que vous avez vu sur place. Vous le disiez, tout reste à reconstruire. Donc, alors, moi, j'ai passé 6 mois en Syrie et en Irak en 2016, et j'ai effectué le dernier voyage à Mossoul, c'était donc en juillet 2018. Après, les situations sont très différentes d'une zone à l'autre. Donc, évidemment, toutes les infrastructures, les gens vivent sans eau, sans électricité. Donc, vraiment, tout reste à reconstruire à ce niveau-là. J'ai évidemment documenté beaucoup de sites où j'ai pu me rendre. Il faut savoir qu'à Mossoul, 1 an après les combats, en juillet dernier, il y avait encore de nombreux corps dans la vieille ville de Mossoul. Donc on en parle peu, mais il y a quand même beaucoup de choses à faire encore. Après, j'ai vécu en 2016 dans un quartier de Homs qui a été complètement ravagé par la guerre, et où les gens commençaient à revenir vivre petit à petit. Donc, c'est 2 pays, qu'on soit en Syrie et en Irak, qui sont complètement ravagés. Et la destruction par l'État islamique concernant les sites archéologiques, qu'on soit à Nimroud ou Palmyre, c'est le même type de destruction que j'ai pu observer. Donc là, effectivement, on voit bien qu'il y a une notion citoyenne extrêmement forte, parce que l'idée, c'est effectivement de détruire complètement l'histoire, l'identité de ces peuples. Il y a donc un enjeu de civilisation très fort. À travers ces photos, vous avez montré les ravages destructeurs, évidemment, mais vous avez aussi montré, et envoyé notamment un archéologue, des gens qui s'impliquent sur place pour contribuer à la reconstruction. Quelles sont aujourd'hui les actions que vous avez pu conduire en vous rendant sur place? Alors, vous partagez ces photos, donc vous partagez votre expérience, donc vous sensibilisez, mais vous contribuez aussi directement sur le terrain par des actions au travers de votre association. Qu'est-ce que vous menez comme actions? Et j'ai envie de vous demander quels sont les besoins qu'il y a sur place. Alors, au niveau des besoins, il y a un besoin de formation qui est très important. Il demande beaucoup de formation au niveau des matériaux anciens, qui sont évidemment nécessaires pour la reconstruction. Après, au niveau des actions que nous menons, pour l'instant, on a décidé de développer un programme éducatif qui est beaucoup plus large, en fait, qui sont des ateliers internationaux de valorisation du patrimoine en milieu scolaire. On avait aussi un autre projet qu'on a mis un peu de côté parce qu'on ne peut pas tout faire. Et donc, qui était un projet qui avait pour ambition, en fait, de faire revivre la mémoire un peu de la ville ancienne de Mossoul via une plateforme participative. Et ça partait de l'idée que, pour moi, je pense que c'est essentiel d'impliquer les populations locales sur place. Et donc de pouvoir amener, en fait, à documenter, à créer une base de données qui aurait pu être mise au service des archéologues, des architectes dans la reconstruction par la suite. Est-ce qu'avec le recul de Daesh, l'État islamique, sur le terrain, physiquement, dans les pays et les villes dont on parle, est-ce que vous avez vu, vous, une amélioration de la situation, notamment au niveau du patrimoine? Est-ce que c'est plus facile pour les personnes qui reviennent ou qui sont restées de pouvoir s'impliquer, ou est-ce que c'est encore très compliqué? Évidemment, ce n'est pas la priorité, n'est pas le patrimoine aujourd'hui. C'est déjà l'eau, l'électricité. Mais il y a quand même beaucoup d'initiatives. L'UNESCO a lancé une campagne qui s'appelle, donc en septembre, faire revivre je crois que c'est la mémoire de la ville de Mossoul, l'esprit de Mossoul. Ensuite, il y a eu la LIF aussi qui a été créée en 2017 suite à la remise du rapport de Jean-Luc Martinez à l'ancien président Hollande en 2015.
Et la LIF a lancé son premier appel à projet en ce moment jusqu'au 15 mars. Après, au niveau des archéologues et des chercheurs sur place, c'est vrai qu'ils se sont sentis assez seuls. Il faut savoir que j'ai pu participer à l'évacuation du musée de Palmyre. On n'avait pas d'eau, pas d'électricité, aucune sécurité et aucun moyen. Donc je pense qu'à ce niveau-là, c'est vrai que peut-être que tout n'était pas mis en place. En fait, dans l'urgence, on manque de dispositifs. Donc un besoin de coopération et d'appui de la communauté internationale qui est aussi importante sur ce sujet dans l'urgence, parce qu'effectivement, il y a un caractère d'urgence actuellement sur place. Oui. Peut-être un mot sur l'éducation. On en a beaucoup parlé aussi avec les acteurs précédents. Vous œuvrez sur un programme éducatif qui s'appelle Odyssée, parce que vous parliez de la sensibilisation des populations locales, mais il y a aussi évidemment un enjeu de sensibilisation très fort ici, puisqu'on parle, je dirais, de la France et de l'Europe, peut-être plus largement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce projet Odyssée et comment est-ce que vous permettez, je dirais, cette sensibilisation auprès d'un public assez jeune? Alors en fait, le programme Odyssée, il est né de plusieurs rencontres. Il faut savoir que dans tous mes voyages, c'est souvent les enfants qui m'ont donné mes plus belles leçons de vie. Et c'est eux aussi qui m'ont permis de tenir dans ces zones-là. C'est le témoignage d'une petite fille en fait, de 6 ans à Homs qui m'a rappelé qu'elle avait connu que la guerre, alors que moi j'étais un peu fatiguée et que je pensais qu'à rentrer. Et donc je me suis dit à ce moment-là que je n'avais pas le droit de me plaindre et que si j'étais là, c'était pour agir. C'était aussi un petit garçon à Homs où les bombardements étaient assez proches en fait, de l'appartement où nous étions. Et donc je le regarde en lui montrant que j'étais pas tellement rassurée, et lui explose de rire parce qu'en fait c'était son quotidien. Donc c'est aussi pour tous ces enfants que j'ai décidé de m'engager dans ce programme, et c'est aussi en rentrant à Paris lors d'un dîner dans les beaux quartiers parisiens où je me retrouve face à entendre un jeune adolescent de 13 ans qui dit que lui, il n'en a rien à foutre tant que la guerre n'est pas en bas de chez lui. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème et qu'on vivait dans un monde où aujourd'hui on a tous les outils pour quand même échanger et apprendre à connaître l'autre, et qu'en réalité, tous ces outils n'étaient pas forcément mis à ce service-là. Ça m'a quand même pas mal perturbée. Et donc, j'ai réfléchi, et avec toute une équipe de bénévoles dans l'association, à comment on pouvait recréer du lien entre les enfants pour qu'ils apprennent à se connaître et à partager leur histoire. Et c'est aussi venu du fait que sur le terrain, en Syrie et en Irak, je me suis rendu compte que les gens étaient capables de se rassembler autour du patrimoine. Et donc, utiliser le patrimoine comme vecteur par rapport aux enfants, je pense que c'est primordial. Donc, et ensuite, le numérique, de passer par ces plateformes pour que les enfants puissent échanger, et par l'image, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société de l'image. Et c'est pour ça que je me suis engagée en fait à défendre ce programme. Donc ce programme, il y a une exposition qui porte ce programme, qui est avec des auteurs de bande dessinée, donc qui a été inaugurée par le ministre de la Culture lors du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. L'objectif est de pouvoir lancer le projet pilote à la rentrée 2019 avec 24 écoles. L'idée, là, on va partir seulement sur des classes francophones pour éviter à gérer tout ce qui peut être les problèmes de traduction. Et c'est qu'une école, par exemple, une école parisienne, soit en lien avec une école
en Irak ou en Égypte ou dans plein de pays différents, et que les enfants aient leur classe miroir et puissent échanger en fait. Donc il y a tout un programme d'échange qui se passe par l'image via une plateforme avec tout un objectif de concours à la fin de l'année, et c'est un programme qu'on veut développer sur 3 ans. Pour ce programme, on est en partenariat avec la ville d'Angoulême, qui est un des plus gros campus, qui a le plus gros campus en fait sur l'image en Europe. Donc pour développer tout ce projet. Donc en fait, vous utilisez aussi le patrimoine pour créer du lien, créer des ponts entre les enfants, entre les citoyens aussi, et finalement créer un pont entre le Moyen-Orient et l'Occident. C'est un peu un moyen pour vous de faire de la diplomatie, vous y croyez beaucoup ? Pour moi, la diplomatie, c'est avant tout la connaissance de l'autre. Dans tous mes voyages, souvent quand je suis rentrée, la première question c'est mais tu n'as pas peur, mais en même temps, pourquoi j'aurais peur de gens qui sont... On n'est pas si différents les uns des autres, en fait. Et je pense que la culture, c'est la clé de la connaissance de l'autre. Oui. Merci beaucoup, Lara Scarlett. Je vous propose qu'on prenne peut-être 1 ou 2 questions dans la salle avant de clôturer cette très belle soirée sur 2 très beaux sujets. Y a-t-il 1 ou 2 questions dans la salle adressées à Lara Scarlett, qui est avec nous ? Oui, on peut donner un micro, s'il vous plaît. Attends. Oui, bonjour madame. Donc, je suis colonel dans l'armée de terre, donc j'ai fait pas mal de théâtres d'opération, pas la Syrie ni l'Irak. Je trouve votre propos très très intéressant parce qu'effectivement il y a besoin de contact avec la population dans les phases de reconstruction et c'est toujours très compliqué. Et je voulais savoir si vous pensez que quand des gens ont besoin de tout, ils n'ont pas d'eau, ils ont pas grand chose à manger, ils sont très pauvres. Pour les Syriens, les Irakiens, ils vivent la guerre depuis toujours. Si vraiment on peut s'appuyer sur le patrimoine, sur la reconnaissance du patrimoine, on a vu que Daesh a quand même détruit tout ce qui n'était pas dans leur concept de l'islam. Est-ce que la population que vous avez croisée disait c'est vraiment important, nous on préfère avoir un peu moins d'eau, un peu moins à manger et reconstruire la mosquée ou l'église? Non, évidemment, leur priorité, c'est d'avoir de l'eau et de l'électricité et de pouvoir se nourrir avant de s'intéresser au patrimoine. Mais je pense que ça fait partie d'un tout et lors de la reconstruction, il faut aller plus loin et penser au-delà, sinon c'est une histoire qui se répétera demain. Puis dans la question peut-être de la transmission aussi vis-à-vis des enfants, et on en a parlé peut-être un peu rapidement, mais il y a aussi cette notion d'identité. Effectivement, s'il n'y a pas de reconstruction, si on ne prend pas en compte cette reconstruction du patrimoine, on va supprimer complètement une partie de l'histoire, une partie de l'identité de ce peuple. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'ils comprennent, certains peut-être ? Oui, ils en sont conscients. Et d'ailleurs, il y a eu quand même beaucoup d'initiatives qui ont été prises par des Irakiens et des Syriens concernant leur patrimoine. Donc il y a eu une vraie prise de conscience sur ces sujets-là. En fait. Y a-t-il une autre question ? Pas d'autres questions. Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Lara Scarlett. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité, puisqu'il y a effectivement des regards familiers dans la salle. Je vous invite à rester bien sûr avec nous pour partager un cocktail, continuer les échanges de façon un petit peu plus informelle. J'aurai quant à moi le plaisir évidemment de vous retrouver le 13 juin. C'est affiché ici. Alors ce sera un tout autre sujet sur les opportunités business et les développements à l'export. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée.